ayant pour objectif aujourd'hui de dresser un panorama des moyens de paiement à l'international. Je suis Chloé Rouland, conseillère en développement international à Grex, Centre de commerce international de la CCI de Grenoble. Nous permettons à nos clients de développer leur chiffre d'affaires export en les accompagnant tant sur l'approche commerciale des marchés étrangers que sur les aspects réglementaires, comme notamment les paiements à l'international. Nos intervenants pour cet atelier sont Catherine Rousset et Jean-Marc Palu, tous deux chargés d'affaires internationales au Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes. Durant ce webinaire, ils passeront en revue les modes de règlement à privilégier à l'international et vous présenteront des solutions pour sécuriser vos paiements. Pour poser vos questions, vous pourrez utiliser le chat à votre disposition. Nous traiterons ces questions à la fin du webinaire. La présentation sera envoyée en version PDF aux non-adhérents Grex et les adhérents pourront, quant à eux, comme d'habitude, retrouver la présentation sur notre site Ecobiz. Je vous laisse donc en compagnie de Catherine Rousset et Jean-Marc Palu. Oui, bonjour. Donc, Catherine Rousset, chargée d'affaires internationales, donc on vient de le dire, Chloé, au centre d'affaires du Crédit Agricole Sud-Rhône-Alpes sur Grenoble et Bourgoin-Jallieu. Donc, je vais vous présenter la première partie de ce webinaire, qui parle des moyens de paiement à l'international, destinés à sécuriser et financer vos transactions commerciales. Donc, globalement, le contexte, excusez-moi. Alors, pourquoi ça fonctionne? Excusez-nous. Le contexte du commerce international, donc un éloignement des acheteurs, des cultures différentes, une variété de législations, une multiplicité d'intermédiaires sont autant de facteurs qui rendent délicates les négociations contractuelles, d'où une méfiance et des risques accrus, que ce soit pour l'exportateur avec un défaut de paiement de l'acheteur potentiel ou pour l'importateur avec la non-exécution des obligations de l'exportateur, que ce soit au titre d'une offre ou au titre d'un contrat commercial. De ce fait, des exigences de garantie réciproque existent pour se prémunir contre ces risques, par le biais de la trade finance, avec des outils tels que le crédit documentaire, la lettre de crédit stand-by, la garantie de paiement ou une remise documentaire. Donc, tout cela au travers du réseau bancaire de trade finance et du réseau SWIFT international également. Donc, je vais vous parler plus particulièrement des outils de règlement des transactions export, que ce soit des virements, des lettres de change, des chèques, remises documentaires. Jean-Marc vous parlera plus particulièrement des lettres de crédit stand-by, du crédit documentaire et avec un petit focus sur les garanties. Alors, les virements, écoutez, c'est le moyen le plus usuel et le plus facile, on va dire, de traiter les flux dans le cadre des échanges commerciaux entre différents pays de la zone CEPA et hors zone CEPA, par le réseau SWIFT international. Donc, un petit rappel de ce que ça veut dire. Le réseau SWIFT, c'est Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Donc, c'est une société coopérative de droit belge qui a été fondée en 1973 et qui a ouvert un réseau opérationnel à partir de 1977, dont la principale fonction était de servir et sert toujours le réseau d'échange par le biais de messages permettant d'effectuer des paiements internationaux. Voilà, c'est ça le réseau SWIFT. Et il y a à peu près 2500 banques, etc., qui sont adhérents à ce réseau à travers le monde. D'autres termes plus techniques sont utilisés pour évoquer le virement. On parle de rapatriement quand il s'agit de flux entrants et de transfert quand il s'agit de flux sortants. Donc, pour des virements conséquents et hors zone CEPA, il est important d'avoir une parfaite cohérence entre les événements du virement et les factures qui correspondent à la transaction. Car la banque a l'obligation de réaliser différentes vérifications telles que liées aux sanctions internationales et des biens à double usage. Voilà.
En effet, certains pays sont listés pour différentes raisons, que ce soit des sanctions globales qui proviennent de l'OFAC ou de l'Union européenne. Et il y a des pays qui sont blacklistés, hein, que tout le monde connaît, c'est l'Iran, Syrie, Corée du Nord, Cuba, Crimée. Il y a aussi le contournement d'embargo que les établissements bancaires doivent vérifier. Et puis certains régions, pays ou États qui ne sont pas coopératifs fiscalement. Voilà, en gros, schématiquement, voilà ce qui est lié au virement. La lettre de change, donc c'est un moyen de paiement qui est plus désuet, on va dire, qui est toujours utilisé dans la pratique, à la marge, juridiquement, donc ça existe toujours. Donc ça ressemble plus à une traite qui est remplie de manière réglementaire, avalisée avec le bon pour aval en général de la banque. Donc ça correspond à un engagement bancaire de payer à échéance à l'ordre de pour le compte de. Et c'est associé en général à un plafond de garantie accordé par la banque du tiré dans le cadre de cet aval, forcément. Ensuite, le chèque. Alors, les chèques export, enfin les chèques internationaux, donc hors France, on va dire, oui, on traite toujours quelques chèques étrangers chaque jour, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais ça existe encore. Donc, voilà, à réception pour notre caisse régionale, hein, de chèques étrangers, on les encaisse sauf bonne fin. Ça veut dire qu'on avance les fonds du client si la devise est en euros, mais aussi pour les devises classiques telles que le dollar US, le dollar canadien, la livre sterling ou les francs suisses. Et on les envoie en compensation à la banque étrangère via notre réseau Crédit Agricole CIB. Donc, les délais, c'est J+1 ou bien au-delà s'il y a des jours fériés. Et dans le cas d'autres devises, on n'avance pas les fonds, on fait du crédit après encaissement. Donc là, les délais sont beaucoup plus longs. Des fois, il faut compter jusqu'à plus de 6 semaines. Donc, voilà. Parce que le chèque repart à la banque, il y a des frais de transport, etc. Donc, c'est assez compliqué et à éviter, hein, pour faire simple. Globalement, c'est un moyen de paiement qui est à proscrire, le chèque export, qui est archaïque, non fiable, avec des risques de perte, de fraude, de vol et de non-couverture, donc chèque impayé. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc des outils de sécurisation des transactions commerciales, enfin dans la continuité de ce que je vous disais jusqu'alors. Donc par ce schéma, en fait, ce graphique, donc le choix de l'outil de sécurisation des transactions se fait en fonction des risques et en fonction des critères du client exportateur. Et donc ce choix doit être envisagé dès la négociation commerciale entre l'acheteur et le vendeur. Donc, sur la colonne de gauche, vous avez le contexte du vendeur et sur la colonne de droite, les exemples de solutions de sécurisation. Et donc, on part du risque faible au risque le plus élevé. Donc, par exemple, tout en bas de l'échelle, vous avez un mouvement régulier avec un acheteur de grande confiance. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est le virement via le réseau SWIFT qu'on a évoqué juste avant. Ensuite, vous avez un mouvement régulier avec un faible risque sur l'acheteur et sur le pays ou la banque, donc on conseille leur remise documentaire. Troisième cas, un mouvement régulier avec un risque commercial sur l'acheteur et un pays ou pays-banque. On vous conseille la lettre de crédit stand-by irrévocable et la garantie à première demande. Dans le cas d'un risque sur l'acheteur avec une maîtrise de la trésorerie, d'opérations ponctuelles et pas de risque banque-pays, on vous conseille le crédit documentaire irrévocable. Ensuite, mouvement régulier avec un risque commercial acheteur et sur la banque-pays ou un montant important, hein, c'est et ou. La lettre de crédit stand-by irrévocable est confirmée et puis donc le risque le plus élevé, le montant significatif, un risque commercial sur l'acheteur et sur la banque ou le pays, et aussi pour maîtriser la trésorerie, on vous conseille donc, on conseillera dans ce cas le crédit documentaire irrévocable et confirmé, qui est le moyen donc existant jusqu'alors le plus sécurisé pour l'acheteur et le vendeur. Ensuite, je vais vous parler de l'encaissement documentaire ou remise documentaire. Les deux termes sont employés.
Donc, le terme d'encaissement documentaire vise le traitement par les banques de documents remis par l'exportateur. Donc, vous avez le schéma hein, à côté. Donc, le schéma est le suivant. L'exportateur prépare les documents relatifs à l'expédition et les remet à sa banque avec ses instructions pour l'encaissement. Après traitement, la banque les envoie à la banque de l'acheteur et le paiement intervient à échéance après que l'acheteur ait autorisé le débit de son compte. Donc, sauf en cas d'aval bancaire, hein, donc là c'est la banque qui s'engage, ou d'acceptation de la traite est fait par la banque, donc de l'importateur, même schéma, il n'y a pas de garantie de paiement. Voilà. Donc la banque n'a pas l'obligation de payer, il n'y a pas d'engagement. Et la banque du client, donc à les limites de la remise documentaire, excusez-moi, à l'inverse du crédit documentaire, il n'y a pas d'engagement bancaire et même si l'acheteur a autorisé à débiter son compte, si au jour J, il n'y a pas les fonds sur le compte, il ne pourra pas payer. Donc, on n'est pas couvert du risque financier du client. C'est important de le souligner. Donc, les avantages et les inconvénients de l'encaissement ou remise documentaire. Donc, dans le cadre des avantages pour le vendeur, les documents de transport et assurance ne sont pas remis à l'acheteur avant paiement ou acceptation. C'est la banque qui est chargée de récupérer soit le règlement, soit l'acceptation de son client. Donc, c'est une délégation en fait que fait le vendeur auprès de sa banque. Et c'est un instrument de paiement plus souple et moins cher que le crédit documentaire. L'avantage pour l'acheteur, c'est qu'on ne met pas en place des lignes de crédit bancaire et s'il en a en place, elles ne sont pas utilisées, sauf dans le cadre d'un aval, hein, et avec la possibilité de différer le paiement à l'arrivée des marchandises, voire après, dans le cas d'un paiement différé. Et donc, c'est également un instrument de paiement plus souple et moins cher que le crédit documentaire pour l'acheteur. Les inconvénients pour le vendeur, donc il expédie ses marchandises sans engagement inconditionnel de paiement de la part de l'acheteur. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant hein, par rapport à un crédit documentaire. Donc il n'y a pas d'engagement de paiement de part de la banque. Et voilà, c'est ce que je viens de dire, pas d'engagement de paiement de la banque. Donc il y a le risque client dans le cas d'un non-paiement. Et pour l'acheteur, donc il engage sa responsabilité juridique s'il n'honore pas la traite et avec une réputation également commerciale entachée si l'encaissement est impayé. Voilà. Je laisse la parole à Jean-Marc, mon collègue, pour la suite, portant sur le crédit documentaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Catherine vient de vous parler des différents moyens de paiement, notamment de la remise documentaire, où, comme elle vient de vous le dire, il n'y a aucun engagement de paiement de la part des banques, de la banque de l'acheteur, ni bien sûr de la banque de l'exportateur. Les banques, en régiment, servent de boîte aux lettres. Donc, le risque pour l'exportateur est qu'il a expédié la marchandise et qu'une fois la marchandise arrivée à destination, eh bien, pour une raison ou une autre, l'acheteur se rétracte et dise à l'exportateur, mais ta marchandise, je n'en veux pas. Donc, charge à l'exportateur soit de rapatrier la marchandise, soit de trouver un autre client, ou éventuellement, ça va être l'occasion pour l'acheteur de négocier des conditions de paiement qui n'étaient pas prévues au départ. Ce qui nous amène à parler du crédit documentaire, qui est une opération par laquelle la banque de l'importateur, la banque de l'acheteur, s'engage pour le compte de son client à régler l'exportateur selon des conditions qui sont prévues dans le cadre du crédit documentaire. Donc, on va revenir sur ce transparent, mais je vais vous présenter d'abord rapidement le schéma de déroulement du crédit documentaire. Donc, la première opération, c'est la négociation du contrat commercial entre l'acheteur et le vendeur. Lorsqu'ils se sont mis d'accord sur les conditions. Donc déjà, à ce niveau-là, je crois qu'il y a pas mal de gens des services commerciaux dans l'Assemblée. On vous conseille d'intégrer très rapidement les services financiers lorsque vous êtes dans le cas des négociations pour parler déjà, dans un premier temps, régler les conditions de paiement.
Donc, négociation du contrat commercial, une fois que vous êtes mis d'accord sur toutes les conditions, l'acheteur donne à sa banque instruction d'ouvrir le crédit documentaire, donc de s'engager vis-à-vis du fournisseur au paiement contre remise des documents. La banque de l'acheteur ouvre le crédit documentaire en principe auprès de la banque du vendeur. Il peut y avoir éventuellement des banques intermédiaires, mais on va dire que les banques sont en relation. Donc, l'ouverture de crédit documentaire se fait auprès de la banque du vendeur. La banque du vendeur notifie à ce dernier l'ouverture du crédit documentaire. Donc, le vendeur vérifie qu'il est d'accord sur les termes et conditions du crédit documentaire. Et à partir de ce moment-là, il procède à l'expédition de la marchandise. Une fois la marchandise expédiée, le vendeur regroupe les documents, factures, liste de colligeage, documents de transport, éventuellement certificat d'assurance, certificat d'origine, etc. Et les remet à sa banque. Donc la banque, il y a déjà un pré-examen des documents par la banque du vendeur. Et ensuite, donc, présentation des documents à la banque de l'acheteur avec instruction de paiement, soit au comptant, soit à terme, en fonction de ce qui a été négocié dans le cadre du contrat commercial. Et la banque de l'acheteur remet à celui-ci les documents contre paiement ou contre paiement, soit au comptant, soit à terme, soit à échéance. Donc, un point important, le crédit documentaire, c'est un paiement contre document. C'est-à-dire que les banques sont engagées dans la mesure où tous les documents présentés dans le cadre du crédit documentaire sont strictement conformes au terme du crédit documentaire. C'est un point très important, donc ça peut être un peu une contrainte administrative pour les services de l'exportateur, mais c'est très important. C'est pour ça qu'on vous conseille, lorsque vous êtes encore au stade des négociations avec votre acheteur, lorsque vous êtes mis d'accord, de demander à celui-ci de vous soumettre un modèle, un draft d'ouverture de crédit documentaire, de manière à ce que vous puissiez vérifier les conditions auprès de la banque, éventuellement auprès du transitaire, auprès des différents services, vérifier que tout est OK, que vous serez en capacité de répondre à toutes les instructions, notamment les dates d'expédition, que ça convienne, le port d'expédition, le lieu d'arrivée, les documents. Donc, ce sont des points très importants à vérifier avant l'ouverture du crédit documentaire, ce qui vous évitera, dans un deuxième temps, éventuellement, si vous n'êtes pas d'accord sur l'ouverture, de demander des éventuels amendements qui seront coûteux et pour l'acheteur et pour le vendeur. Donc, je reviens sur le schéma précédent. Donc, il y a 4 modes de réalisation du crédit documentaire. D'abord, les crédits documentaires sont régis par les règles et usages de la Chambre de commerce internationale qui s'imposent à toutes les banques qui le pratiquent et tous les pays. Donc, c'est universel et ça s'impose à toutes les parties. Il y a 4 modes de réalisation, soit payable à vue, soit comme il y a un crédit documentaire, l'acheteur a pu négocier un paiement différé. Il peut y avoir des acceptations de traite lorsque c'est un paiement à échéance. Et il peut y avoir des négociations du crédit documentaire, c'est-à-dire une avance accordée à l'exportateur par sa banque. Il y a 2 types de crédit documentaire. Le crédit documentaire irrévocable. Au début, on parlait de crédit documentaire révocable, mais aujourd'hui, on n'en parle plus puisque le crédit documentaire révocable, ça veut dire que n'importe quelle partie peut revenir dessus à tout moment. Donc, ça n'a pas grande valeur. Donc, aujourd'hui, tous les crédits documentaires sont à minima irrévocables, c'est-à-dire que lorsque la banque a donné son engagement pour le compte de l'acheteur en faveur du bénéficiaire, tout le monde est engagé selon les termes qui ont été validés dans le cadre de l'ouverture du crédit documentaire. Et donc, l'exportateur est garanti du paiement dans la mesure où il respecte les conditions du crédit documentaire et qu'il présente des documents qui sont strictement conformes aux termes du crédit documentaire. Donc, dans le cas du crédit documentaire irrévocable, l'exportateur est couvert du risque commercial, c'est-à-dire que la banque de l'acheteur émet une garantie pour le compte de son client, pour le compte de l'importateur. Donc, ça veut dire que la banque de l'importateur aura mis en place une ligne d'engagement pour le compte de son client.
Donc, risque commercial couvert. Donc, c'est une très bonne chose. Par contre, il y a toujours, il peut y avoir un risque éventuellement sur la banque émettrice. Il peut y avoir également un risque sur le pays. Donc, ces risques ne sont pas couverts par le simple crédit documentaire irrévocable. D'où le crédit documentaire irrévocable et confirmé, où il y a toujours l'engagement de la banque de l'émetteur qui couvre le risque commercial, le risque de défaillance de l'acheteur, mais la banque de l'exportateur rajoute son engagement à l'engagement de la banque de l'émetteur. C'est-à-dire que la banque de l'exportateur s'engage auprès de son client, de l'exportateur, à le payer dans la mesure où tous les termes et conditions du crédit documentaire ont été respectés par celui-ci. Et donc ensuite, la banque de l'exportateur se retourne vers la banque de l'importateur pour obtenir le paiement. Mais quoi qu'il arrive, la banque de l'exportateur est engagée vis-à-vis de celui-ci dans le cas du crédit documentaire irrévocable et confirmé. Donc on peut penser que les crédits documentaires. Alors je ne sais plus où j'en suis dans le déroulé. Tac. Non, je reste toujours dans le cas du crédit documentaire. Donc, on peut penser que les crédits documentaires irrévocables et confirmés s'appliquent uniquement pour les pays à risque. Sur un pays, bon, par exemple, tel les États-Unis, on se dit, bah, il n'y a pas de risque pays, pas de problème. Bon, par contre, on a vu il y a quelques mois, il y a à peu près un an, que certaines banques américaines ont fait faillite. Hein. La Signature Bank parle peut-être à quelques-uns d'entre vous. Et après, vous avez des pays à risque pour lesquels il est préférable pour l'exportateur d'obtenir la confirmation de la part de sa banque pour couvrir le risque client, pour couvrir le risque de la banque émettrice et pour couvrir le risque pays. Donc, il faut savoir que les banques qui acceptent de confirmer des crédits documentaires prennent un engagement sur la banque qui émet le crédit documentaire. Ça veut dire que les banques valides ne confirmeront pas un crédit documentaire ouvert par telle ou telle banque. Ils ont des conditions, des conventions avec certaines banques et par exemple sur certains pays n'interviendront pas du fait d'un risque pays trop important. Là encore, il est important pour vous, dès le début, de voir quelles sont les banques de vos clients acheteurs pour vérifier auprès de votre banque que celle-ci acceptera éventuellement de confirmer ce crédit documentaire. Donc, très important d'intégrer vos banquiers dès le départ, lorsque vous êtes encore au niveau des négociations du contrat commercial. Voilà pour le crédit documentaire irrévocable confirmé. Maintenant, il y a peut-être certaines entreprises dans l'Assemblée qui font principalement des prestations de services, qui ne font pas d'exportation de marchandises à proprement dit. Donc, dans ce cadre-là, le crédit documentaire ne s'applique pas forcément et on préconise dans ce cas-là la lettre de crédit stand-by. La lettre de crédit stand-by, qui est une garantie de paiement. Le crédit documentaire est également une garantie de paiement, mais c'est en même temps le moyen de paiement. C'est-à-dire que dans le cas du crédit documentaire, le règlement se fait systématiquement dans le cas du crédit documentaire. Dans le cas de la lettre de crédit stand-by, c'est un instrument, c'est une garantie qui est mise en place uniquement, qui est utilisée uniquement si l'importateur n'a pas réglé l'exportateur selon les termes du contrat commercial. Donc, le paiement, la lettre de crédit stand-by est utilisée en cas de défaillance de l'acheteur contre présentation par le bénéficiaire, par l'exportateur, de certains documents. Donc, si c'est une exportation de marchandises, on retrouvera les documents du crédit documentaire. Par contre, si c'est le cas d'une prestation de service, bien sûr, il n'y aura pas de documents de transport, de certificat d'assurance, etc. Bien souvent, il y aura une facture commerciale plus une attestation du bénéficiaire attestant qu'il a respecté les termes de son contrat et qu'il n'a pas été payé par son acheteur, par l'importateur. Donc, la lettre de crédit stand-by peut être également confirmée comme l'est le crédit documentaire. Donc, la lettre de crédit stand-by, on peut la retrouver notamment lorsqu'il y a déjà plus ou moins une relation de confiance entre l'acheteur et le vendeur, puisqu'elle en fait, elle est plus souple d'utilisation
que le crédit documentaire, puisqu'il est utilisable par défaut de paiement. Un avantage de la lettre de crédit stand-by également par rapport au crédit documentaire, c'est lorsqu'il y a un courant d'affaires régulier entre l'acheteur et le vendeur, eh bien, il peut y avoir une émission d'une lettre de crédit stand-by pour un montant de 100, par exemple, pour une durée donnée, on va dire une durée de 6 mois, 1 an. Et dans le cadre de cette opération, ben, l'exploitateur va procéder à ces expéditions, se fera régler. Dans la mesure où il n'est pas réglé, la lettre de crédit, il a toujours son engagement pour ce montant de 100 et il l'utilisera uniquement. Et donc, dans ce cas-là, il pourra exporter à hauteur de 100, 200, 300, 400, mais toujours en ayant l'engagement limité à 100. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur la lettre de crédit stand-by. Un mot sur la confirmation, que ce soit du crédit documentaire ou de la lettre de crédit stand-by. Donc en règle générale, la banque qui émet le crédit documentaire ou la lettre de crédit demande à ce que le crédit documentaire soit confirmé par la banque de l'acheteur. Mais il y a certaines banques, certains pays asiatiques notamment, où les banques estiment que leur signature suffit, donc ne demandent jamais la confirmation du crédit documentaire. Par contre, l'exportateur, le bénéficiaire, a toujours la possibilité de demander à sa banque une confirmation qu'on appellera alors confirmation silencieuse. C'est-à-dire que sa banque s'engage vis-à-vis de lui, et se retourne ensuite vers la banque de l'acheteur. Les confirmations silencieuses restent assez rares, assez peu utilisées. En règle générale, l'ouverture du crédit documentaire précise bien que celui-ci est à confirmer par la banque du bénéficiaire. Je vais finir par vous dire un mot sur les garanties bancaires à l'international, et notamment sur la garantie de restitution d'acompte. Puisque l'expéditeur peut bien souvent, dans le cadre de marchés assez conséquents, demander à son acheteur de lui verser des acomptes pour permettre de couvrir une partie de la fabrication de la marchandise. Et dans ce cas-là, l'acheteur peut très bien demander au bénéficiaire, au fournisseur, en contrepartie de l'acompte, de lui délivrer une garantie de restitution d'acompte. C'est-à-dire que la banque de l'acheteur s'engage à restituer l'acompte à l'acheteur dans la mesure où l'exportateur n'a pas respecté les termes du contrat et n'a pas expédié les marchandises, par exemple, conformément à ce qui était prévu dans le cas de l'engagement, du contrat. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur les crédits documentaires, l'aide de crédit stand-by et garantie bancaire. Merci pour votre attention.